Donc, nous sommes enregistrés. La conférence sera disponible en webinaire sur notre site, même sur notre chaîne YouTube. Désolé pour le petit retard qui est entièrement ma faute. J'avais compris 18h. 17h30. Alors, avant de commencer, on a eu un petit changement de programme de dernière minute. Donc, vous voyez que Anna est là. Et la personne qui devrait intervenir pour les traitements de Rentokil n'a pas pu se libérer physiquement. Et on devrait avoir l'intervention de la part d'une qui travaille sur les traitements biocides, donc le traitement du bois, mais à partir d'éléments naturels. Donc une autre qui fait une recherche là-dessus et qui nous fera part de l'avancée de ses recherches. En espérant qu'elle n'est pas là. Sauf si elle est là et qu'elle ne s'est pas présentée. Ah, d'accord. Si vous voulez aller à la table d'honneur des intervenants. Cette présentation. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur ce qu'on dit. Ok, donc pour introduire un peu le sujet, donc le sujet aujourd'hui, c'est donc construire en bois en Guyane. Un sujet toujours d'actualité, hein, qui n'est pas nouveau, parce que ce n'est pas nouveau qu'on construit en bois en Guyane. Ça fait longtemps qu'on construit en bois en Guyane, qu'on construit traditionnellement en bois en Guyane. Et nous, voilà, on va faire un peu un point sur techniquement quelles sont les précautions un peu à prendre quand on construit en bois en Guyane et quelles sont les bonnes pratiques par rapport à la construction en bois. Alors, pourquoi construire en bois déjà? C'est la première question. Alors, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi? Une petite présentation rapide. Donc, c'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années. Non, pas exactement. Qui a pour objet donc de sensibiliser, informer, échanger, former, accompagner autour de quoi? Autour de l'architecture, de l'impact environnemental. Avec donc autour de ces différentes actions, on mène avec des partenaires, des financeurs, etc. On n'est pas tout seul. Donc, par exemple, l'ADEME qui nous soutient depuis le début, notamment sur la partie de l'influence, et donc le réseau bâtiment durable, l'activité, la campagne sur les retours d'expérience dans les bâtiments, de ces travaux qui sont proposés ici. On a monté l'année dernière avec la FAIA, la structure de formation qui s'appelle FAIA Pekin. Donc, proposer plusieurs formations qui sont prises en charge par les hôpitaux qui seront Calliope. Et il y en aura une en particulier sur le bois qui sera proposée d'ici la fin de l'année. Ensuite, on accompagne par exemple les particuliers dans le cadre du programme Conseil Confort Rénov', la déclinaison de en Guyane, qui est financé par la CPG et pour la rénovation énergétique. Et on peut aussi faire dans les écoles de sensibilisation par le programme WATI, par exemple, où on sensibilise par l'énergie et l'architecture des bâtiments. Alors, pourquoi construire en bois? D'abord, nous, je pense que ça c'est je renforce un peu une porte ouverte, mais autant le redire quand même encore une fois, c'est bon pour l'économie locale, parce que c'est une filière qui est complète, en Guyane, depuis la source, la forêt, jusqu'à la mise en œuvre. Alors, les chiffres sont peut-être pas tout à fait à jour, hein, mais bon, on a un ordre de grandeur. C'est le deuxième secteur économique, je dirais, privé de Guyane, qui regroupe 250 entreprises et au moins un millier d'emplois directs. C'est une filière qui est importante économiquement en Guyane et il n'y en a pas tant que ça. C'est important aussi de la faire vivre, de continuer à la faire vivre. Sachant que l'essentiel de la production est destiné au marché du bâtiment. Un peu d'exportation sur les Antilles, mais pas tant.
Ensuite, on considère que c'est bon pour le climat. Alors, pourquoi c'est bon pour le climat? Oui. Parce que le bois, ça stocke tant qu'il n'est pas brûlé. On est dans un bâtiment, par exemple, il stocke le carbone. On ne va pas redonner le carbone. Il laisse la place à notre arbre. Dans des démarches durables, il laisse la place à notre arbre. Il y a un bilan négatif en termes d'énergie grise. Surtout si on compare les autres matériaux courants. Donc ça, c'est un premier truc, c'est stocke le carbone, ce n'est pas émetteur de carbone. Et ça fonctionne que si, voilà, stockage de CO2, précisément, que si la forêt est gérée durablement. C'est-à-dire que si c'est la coupe franche, tout ça, on voit tout, ça ne marche pas du tout. Par contre, en Guyane, l'exploitation forestière, elle est certifiée PEFC. Donc, du coup, elle permet de préserver la forêt après son exploitation. Alors, les arbres qui sont exploités en Guyane, une sorte du domaine forestier permanent qui est géré par l'ONF. Et d'un point de vue du domaine forestier permanent et certifié PEFC. Les arbres dans la production en Guyane, s'ils sont issus de production légale, sont issus du domaine forestier permanent qui est certifié PEFC. Sachant que voilà, j'ai mis quelques contraintes qui sont amenées par ce label. C'est par exemple pas plus de 5 arbres prélevés par hectare de diamètre supérieur à 55 cm. Tous les arbres plus petits ne sont pas exploités. Les arbres en plus gros, vraiment gros, ils ne sont pas exploités non plus. Les bois qui sont nourriciers, c'est-à-dire qu'ils peuvent nourrir des animaux, etc., ne sont pas prélevés non plus. Et donc, du coup, en faisant ça, et en plus, en n'y retournant pas avant 65 ans sur la même parcelle, la forêt se régénère d'elle-même. Et donc, elle peut repousser, etc. C'est son cycle naturel après qui a été préservé. Donc, nous, dans ce cadre-là, on est dans un cercle vertueux d'un point de vue environnemental. C'est bon pour l'architecture, ce qui nous intéresse aussi. Hein. Alors, parce qu'on peut faire plein de choses. On peut faire plein de beaux bâtiments. Voilà, vous connaissez, voilà, ceux-là, ils sont juste à côté. Hein. Là, ça, c'est un bâtiment qui est quasiment 100% bois, où il n'y a pas que du bois local, mais c'est quand même beaucoup de bois local. Là, c'est toute la résie extérieure et double pot qui est en bois local. Donc, on peut faire des bâtiments très, très intéressants avec ce matériau dans l'enseignement et donc dans différents types de bâtiments. Ça fait des bureaux aussi. Aussi. Là, c'est un bâtiment sur le centre spatial du Yémen. Donc, même au niveau de l'industrie de pointe, ça s'intéresse aussi à ce type de construction. Le bâtiment lycée. On a aussi donc, les établissements de santé. Donc là, c'est un exemple. C'est l'IME, qui en plus est entièrement, principalement quasiment entièrement et ici, il y a des logements, il y a des logements sociaux ou moins sociaux, mais pour lesquels le bois peut avoir une place très importante, que ce soit en mur, en bouche de soleil, en charpente, en menuiserie, etc., en partage. Là aussi, ça fonctionne très très bien. Alors, et puis, on peut faire des jolies structures. Plein de choses intéressantes qu'on peut faire avec du bois. On n'est pas obligé de faire venir des gros morceaux de lamellé collé de meilleur. Ça c'est un gymnase, c'est des toutes petites sections. En fait, les sections sont longues comme ça à chaque fois. Elles sont croisées. Donc, ça fait des sections qui sont tout à fait réalisables avec du bois massif en Guyane. Et c'est une charpente qui a un bâtiment qui est resté dans le budget standard qui était limité. De ce coup, ce projet, un peu plus spectaculaire, comme l'accès au port de dégradé de câble.
La question qu'on se pose, et c'est la question qu'on va se poser ce soir, pour laquelle on espère, quand vous allez amener des éléments de réponse, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est durable? Donc, pour répondre à cette question, on va amener des éléments de réponse à cette question. Je ne sais pas si on va y répondre. Nous avons Anna Nouric de CTBFG qui va plutôt nous parler du choix des essences, de quelles sont les qualités des différentes essences et comment on les caractérise et qu'est-ce que ça amène. On a Arnaud Ménian qui est ingénieur futur, qui va plutôt parler des points d'attention à avoir sur la conception d'un bâtiment, et donc Emma qui va nous parler donc plutôt des recherches sur les traitements avec aussi de voix issues de voix dessus. Voilà, je vais laisser la parole et donc on n'est pas là seulement pour apporter de l'information. Ce que je vous propose, c'est que les intervenants développent leur présentation et qu'on ait un moment d'échange après chaque présentation. Introduction, pour que tout le monde soit au même niveau et puisse comprendre ce que je vais dire par la suite. Quelques définitions. Ce qui va nous importer beaucoup là, c'est la durabilité naturelle d'un bois. C'est ce qui vaut beaucoup sur l'entretien et la durabilité, enfin la pérennité d'un ouvrage. Donc la durabilité naturelle d'un bois, c'est une propriété intrinsèque au bois. Ça va être sa capacité à résister à des agents biologiques, que ce soit des champignons, des insectes xylophages, type termites, des insectes à larves xylophages, etc. Ce qu'il faut bien comprendre et qui est important de savoir, c'est que quand on parle d'une propriété d'un bois, que ce soit la durabilité naturelle ou l'imprégnabilité, on va toujours parler de son duramen. Le duramen, c'est sur la partie centrale. Il est parfois très différencié. Le duramen de l'aubier, du duramen de l'aubier, duramen aubier. Et là, par exemple, sur certaines essences, il est assez peu différenciable. Donc, quand on parle d'une propriété et d'un bois qui va être naturellement durable, on parle uniquement de son duramen et non pas de son aubier. Donc, généralement, quand on utilise des bois dans la construction, c'est qu'on utilise principalement le duramen. Si on met de l'aubier, généralement, il a besoin d'être traité. Donc, je vais parler, pardon, je reviens en arrière. Donc la durabilité naturelle, donc on appelle ça les classes de durabilité d'un bois qui vont être en fonction du numéro plus ou moins durables. Il y a les classes de durabilité vis-à-vis des champignons, il y a les classes de durabilité vis-à-vis des termites, il y a les classes de durabilité vis-à-vis des insectes à larves et xylophages. On va retrouver aussi comme propriété l'imprégnabilité d'un bois, puisqu'on va parler des traitements. Donc c'est important de connaître l'imprégnabilité des bois, cette capacité à pouvoir absorber notamment un produit. Et donc tout ça, ce sont des propriétés, et puis après, il y a les propriétés mécaniques dont Arnaud vous parlera. Ce sont des propriétés intrinsèques des bois et qui sont propres à chaque essence.
Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que lorsqu'on va concevoir un bâtiment, il faut connaître ces propriétés-là des bois pour pouvoir les adapter en fonction de la classe d'emploi. Ah, ça marche bien, ça, c'est à la télé, en fait. Ah, bah, super. Pardon. Va falloir les adapter aux classes d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'une classe d'emploi? Une classe d'emploi, ça va définir en fait l'environnement dans lequel est le bois et donc les risques auxquels il va faire face en fonction de son utilisation. Donc, en fonction de son exposition à l'humidité, son exposition souvent aux intempéries, etc. Et donc, tout ça est classé, ce qui va permettre de dire c'est propre à un élément d'ouvrage. C'est-à-dire que ce n'est pas une propriété d'un bois, c'est vraiment un élément d'un ouvrage en bois. On va pouvoir dire il est classe d'emploi 1, 2, 3, 4, 5, etc. Là, c'est la version européenne, parce qu'évidemment, c'est un peu différent en Guyane. Donc, je vais passer directement à la version tropicale. Donc, on ne retrouve pas la classe d'emploi 1, c'est décalé. Les détails après, pour vous donner des exemples, etc. Elles vont de 2 du coup à 5 pour la Guyane, et ça va définir s'ils sont exposés aux intempéries, si le bois est exposé à l'humidité ou non, si en contact avec le sol, immergé dans l'eau. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, la cinétique du bois à pouvoir absorber et sécher l'humidité, ça va directement le rendre vulnérable ou non, notamment à des champignons. Donc, tout ce qu'on peut connaître plus couramment, qu'on peut appeler la pourriture, la moisissure du bois, etc. Donc, hop là, comme je disais, la classe d'emploi 1 n'est pas rencontrée en Guyane, je ne vais pas insister dessus, je vais directement passer à la classe d'emploi 2. Donc, c'est une utilisation du bois en intérieur, sous abri, mais attention, zéro exposition. Et le piège en Guyane, c'est souvent le problème des vents et des pluies et de la pluie battante qu'on va retrouver. Donc vraiment, ça peut être sous abri, mais avec zéro exposition aux intempéries, sans contact avec le sol pour cette classe d'emploi. Et ça peut être un bois qui est humidifié très occasionnellement. Type, on fait le ménage, bon ben voilà, on prend un peu d'eau et du coup, il est un peu humidifié. Donc des exemples d'ouvrages qui sont concernés, donc ça va être les menuiseries intérieures, portes, fenêtres, vos meubles, les chaises, les tables, des escaliers. Ça peut être une charpente aussi intérieure. Ça va vraiment être il n'y a pas d'exposition régulière, fréquente à une humidité. Donc, qui peuvent être liés à cette taille d'emploi. Donc, les champignons de discoloration, il ne peut rien avoir parce que c'est souvent lié. Alors, les champignons de discoloration, ce sont des champignons qui ne vont pas attaquer la structure du bois, qui ne vont pas remettre en cause la solidité du bois, mais qui va changer de couleur. On connaît beaucoup le grisaillement du bois, mais des fois, ça peut en être d'autres. Champignons lignivores, alors oui, mais très très peu rencontrés. Coléoptères, en fait, c'est des insectes à larves d'isylophages. Isylophage, si tout le monde n'a pas le terme, c'est qui mange le bois. Les termites, oui. Alors pourquoi les termites? Les termites, on peut les rencontrer de partout. C'est un comportement opportuniste et les termites, on peut en retrouver de partout, tout simplement. Les térébrants marins, non, c'est dans le nom, c'est des mollusques xylophages qu'on retrouve en milieu saumâtre, donc évidemment pas en plateau. Par exemple, sur une photo, la charpente ici va être en classe d'emploi 2, le faux plafond aussi, le parquet au sol aussi. En ce qui concerne les ventelles ici présentes, tout va dépendre de l'exposition. C'est à l'extérieur, tout va dépendre de l'exposition qu'il y a, s'il y a un grand débord de toiture ou pas. Donc, ils peuvent être en classe d'emploi 3 points, on va les voir après, les autres classes, ou 2, en fonction de l'exposition qu'elles auront aux intempéries. La classe d'emploi 3 points, c'est l'utilisation du bois en extérieur, sans contact avec le sol. Avec des humidifications occasionnelles, le bois a le temps de ressécher entre des humidifications. Donc, ce n'est pas une pleine exposition à l'humidité. Quelques exemples d'ouvrages concernant Guyane, ça va être des bardages, des menuiseries extérieures, mais sont protégés. Donc, bardage et menuiserie extérieure protégés, type par un débord de toiture un peu important. Donc, ils peuvent être humidifiés par des pluies un peu battantes, mais pas en pleine exposition. Les pièces de charpente non exposées aux intempéries. On voit souvent ça en construction. On va voir des bâtiments avec en plafond, en toit, un complexe d'étanchéité, puis la charpente posée dessus. Donc la charpente posée dessus, qui est en extérieur, abritée, mais va être en classe d'emploi 3.1 pour certains éléments qui peuvent être en classe d'emploi 3.2. On va voir s'ils sont très exposés. Donc, par exemple, là, c'est le faux plafond qu'il y a ici. Il va être en classe d'emploi 3.1.
puisque très peu exposé aux intempéries, puisqu'il est sous le plafond. Les menuiseries qui sont sur le haut, les menuiseries et le bardage qui sont sur le haut du mur vont être aussi en classe d'emploi 3.1 parce qu'assez peu exposés aux intempéries. Contrairement, par exemple, au bardage qu'il y a sur le bas, qui vont être beaucoup plus exposés aux intempéries, et donc on va plutôt les considérer en classe d'emploi 3.2. On va voir ici. Qui est donc du coup la classe d'emploi 3.2, qui est donc une utilisation toujours sans contact avec le sol, qui est soumise fréquemment à des conditions d'humidification, et qui peut avoir, on va dire, un séchage rapide par rapport à la classe d'emploi 3.2, qui va beaucoup plus exposer tout de même. J'en ai parlé tout à l'heure, ça va être les menuiseries extérieures, les bardages, etc., qui sont moins protégés. Aussi, les charpentes sous toiture qui sont moins protégées. Vous voyez, elles s'appellent 3.1 et 3.2 parce que des fois, la limite entre les deux peuvent être assez mince. Mais c'est vraiment une histoire d'exposition à l'humidité. Souvent, c'est lié aux intempéries, mais ça peut être lié à d'autres choses. On voit souvent des fois des tuyaux de climatisation, etc., où ça provoque une humidification occasionnelle. Donc, des éléments verticaux, j'en ai parlé. La classe d'emploi. Ah, oui, des exemples d'abord. Vous voyez, ces ventelles-là, c'est les mêmes que de la photo d'avant. Et comme je disais, la partie haute des ventelles, comme il est couvert par un débord de toiture, va être plutôt classe d'emploi 3.1, alors que le bas des ventelles, qui va être beaucoup plus exposé, va être en classe d'emploi 3.2. Les éléments, les poteaux de cette charpente, qui sont très exposés aux intempéries, eux, vont être en classe d'emploi 3.2, alors que peut-être les éléments qui sont bien sous la toiture sont en classe d'emploi 3.1. La classe d'emploi 4, donc c'est des bois qui sont soumis à une humidité très régulièrement, où on va avoir une stagnation de l'eau. La différence avec la classe d'emploi 3.2, c'est qu'on n'avait pas d'eau qui pouvait stagner, c'était des éléments verticaux, alors que là, ça peut être des éléments horizontaux, type deck de piscine, ou platelage de terrasse, etc. Donc, et c'est aussi les bois en contact avec eau douce. Et ça va être du coup principalement tous les éléments extérieurs qui sont concernés. Donc, les poteaux de support de ligne électrique, les plattelages, les caillebotis, j'en ai parlé, les bardeaux en toiture, les éléments d'ouvrage d'art, donc tout ce qui va être pont. Ça va être aussi les aménagements extérieurs, les bancs, les tables extérieures de pique-nique, les pots pour enfants, tout ce qui va être aménagement extérieur et souvent aménagement paysager vont être en classe d'emploi 4. Voilà, des piliers, des pieux battus dans le sol, ça va être typiquement une classe d'emploi 4. Le platelage d'une passerelle, pareil, classe d'emploi 4. Et c'est un peu la même dans le sol, donc on va se retrouver encore en classe d'emploi 4. La dernière classe, la classe d'emploi 5, c'est les bois qui sont immergés en eau salée ou saumâtre, uniquement. Donc du coup, humidité permanente, forcément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur des bois immergés en permanence, dans l'eau, on est dans un milieu anaérobie et du coup, il n'y a pas d'oxygène. Et donc, on ne va pas retrouver les mêmes nuisibles biologiques. Donc, on ne va pas avoir les champignons, on ne va pas avoir les termites, on ne va pas avoir la terre. Assez occasionnellement, on va surtout avoir le problème des grands marins, comme je vous l'ai dit, qui sont des mollusques xylophages. Donc, ça va être tous les piliers, les pontons, les pieux d'appontement qu'on va retrouver dans les ports, en bord de mer, etc. Quelques exemples. Au port de Mayenne, les poteaux d'appontement sont du coup en classe d'emploi 5. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément de continuité entre la classe d'emploi 5 et les autres. C'est-à-dire qu'une essence de bois qui correspond à la classe d'emploi 4, elle peut être utilisée en classe d'emploi 3, 2, etc., puisque les risques sont moindres. Par contre, une essence qui peut être utilisée en classe d'emploi 5, ça ne veut pas dire qu'elle pourrait être utilisée en classe d'emploi 4, 3, etc., parce que les risques biologiques ne sont pas les mêmes. Je prends l'exemple de l'angélique. Il peut être utilisé en classe d'emploi 5, mais surtout pas en classe d'emploi 4. Il peut être immergé, il va être durable en eau saumâtre, mais surtout pas dans le sol. Surtout pas en contact avec le sol ou en deck de bord de piscine. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais du coup, il existe des procédés de traitement pour pouvoir améliorer les compétences de nos essences.
Les deux types de traitements, des traitements de surface et des traitements en profondeur. Avec les traitements de surface, on peut arriver maximum jusqu'à la classe d'emploi 3.1 et avec des traitements en profondeur jusqu'à la classe d'emploi 5. À savoir que, en Guyane, il n'y a pas les installations pour pouvoir traiter en profondeur, donc c'est uniquement des traitements de surface. Donc en fait, où on utilise des essences qui sont naturellement durables pour ces classes-là, c'est-à-dire 3.2, 4 et 5, on ne les utilise pas dans ces emplois-là. Et pour les autres essences qui sont, par exemple, uniquement, qui correspondent juste à une classe d'emploi, si on veut les utiliser en 3.1, il faut les traiter. Alors, oui, je suis allée dans ce mail. Toutes ces informations, au moment de la conception, il faut vraiment pouvoir penser à tout ça. J'ai fait tout le cheminement après du raisonnement qu'il faut avoir. Et je vais donner quelques exemples. Au-delà de l'exposition à l'humidité, il va y avoir aussi la conception qui joue sur les classes d'emploi. Je vais y passer rapidement parce que sinon c'est un cours qui dure des heures. Comme la classe d'emploi, son exposition à l'humidité, ça va être aussi sa capacité à sécher et à absorber de l'eau. Un bois qui est d'autant plus massif va mettre beaucoup plus de temps à sécher et va rester avec des humidités importantes plus longtemps. Donc en fait, la massivité du bois qu'on va utiliser va jouer en fait sur la classe d'emploi qu'on va accorder à l'élément. Mais ça va être aussi des méthodes de conception différentes. Il va y avoir des conceptions qui vont davantage plus ou moins piéger l'eau. Avec une méthode comme ça, s'il y a de l'eau qui va couler sur le bord du poteau, elle va pouvoir s'évacuer facilement, alors que là, on va avoir de l'eau qui va rester coincée dans l'assemblage. Ce sont aussi des éléments à prendre en compte au moment de la conception. J'ai donné, je crois, quelques exemples de défauts de conception, alors de conception qui auraient pu être améliorés. Si on prend par exemple ce type d'assemblage-là, il aurait simplement suffi de le retourner pour avoir un assemblage plus drainant. Parce qu'en effet, on va avoir c'est à l'horizontale, là, du coup. On va avoir de l'eau lorsque c'est pleine exposition aux intempéries qui va stagner entre les deux poutres ici. Alors, est-ce que j'ai mis l'exemple de solution? Alors, si on l'avait mis dans l'autre sens, tout simplement, on aurait permis à l'eau de s'écouler beaucoup plus facilement, on aurait évité un piège à eau et on aurait augmenté la durabilité de l'ouvrage. Quelques exemples. La passerelle à côté, qui était avec un assemblage avec une plaque métallique. Pareil, ça va créer une zone où l'eau va être piégée entre deux interfaces et qui ne va pas sécher. Et automatiquement, on va diminuer la pérennité de l'ouvrage. Ça, ce qu'on rencontre aussi souvent sur des poteaux et sur des piliers, c'est qu'en fait, on va avoir ce type d'assemblage-là qui vont en fait venir étouffer le bois, c'est qu'il ne faut surtout pas. Des fois, c'est dans du métal, des fois, c'est dans du béton, et en fait, ça va juste être un piège à eau. Donc, sur un usage qui est normalement dans l'intérieur complètement abrité, on peut utiliser un bois qui est classe d'emploi 2, mais en fait, dans ce genre de conception, il y a eu, par exemple, un robinet qui a été installé sur le poteau avec de l'eau qui coulait dans l'assemblage. En fait, c'était en humidité permanente, et du coup, on s'est retrouvé dans une classe d'emploi 4. Alors que le base a été conçu sur une classe d'emploi 2. Alors là, il y a eu un problème de l'usage qui a modifié la classe d'emploi après, j'en parle après, et de l'assemblage qui n'était pas idéal, comme ici. En fait, là, le il se retrouve en classe d'emploi 4 parce qu'il se retrouve dans une zone qui est complètement piège à eau. Des solutions pour pouvoir installer des poteaux sans faire une chaussette métallique. Bon, on en parle peut-être un petit peu plus, mais ça peut être ce genre de solution-là, avec une lame métallique, où le bout de bois n'est pas totalement recouvert pour laisser l'eau s'écouler. Ça va être ce genre de petite solution qui va nettement en fait, améliorer la durabilité et éviter tout problème type champignons, termites, etc. C'est l'exemple d'un piquet d'angélique qui était dans le sol. Évidemment, je disais que l'angélique ne correspondait pas à la 4. On le voit très bien ici. Il y a eu une attaque de champignons et de termites. Il y a souvent une corrélation entre les deux, où un champignon va rendre le bois beaucoup plus sensible à des attaques de termites. Sur un bois qui est naturellement durable aux termites, s'il est attaqué par un champignon, ça va le rendre sensible aux termites. Ça va au niveau du temps? Ok, d'accord. Autre défaut, par exemple, qu'on peut rencontrer en conception, c'est que lorsqu'on
des bois. Il faut toujours qu'il y ait respecter les DTU. Et les DTU disent notamment qu'il va y avoir une garde au sol de 20 cm. Le bois ne doit pas être en contact avec le sol, il doit être surélevé de 20 cm. S'il est en contact avec le sol, c'est possible. Mais dans ces cas-là, il faut choisir. On se retrouve en classe d'emploi 4 et puis en classe d'emploi 3.2 parce qu'on a un contact avec le sol. C'est ce qui a pu se passer ici. C'est en contact avec la dalle béton et du coup, on a des remontées capillaires d'humidité par le béton. Et on voit bien que la planche du bois, elle est sujette à des... Je ne sais pas si on la voit très bien, mais ici, c'est sujette à des pourritures. Sur des solutions. En gros, quand on conçoit un bâtiment, au moment de la conception, on va définir la clause d'emploi des éléments. Mais évidemment, dans un ouvrage, il y a des éléments qui vont être en classe d'emploi 2, 3, 4, etc. On va le définir. On va choisir les essences de bois qui sont envisagées pour construire cet ouvrage. De là, il peut y avoir deux choix. Ou l'essence est naturellement durable qu'on choisit, c'est-à-dire qu'elle correspond bien à la classe d'emploi. Comment on le sait? En regardant sa classe de durabilité, son imprégnabilité s'il faut la traiter, etc. Donc, ou elle est naturellement durable, et dans ces cas-là, c'est OK, il n'y a pas de traitement qui est nécessaire, et on peut utiliser l'essence. Ou elle est insuffisamment durable, donc sa classe de durabilité ne colle pas avec la classe d'emploi dans laquelle elle est utilisée. Deux choix. Elle est imprégnable, et du coup, sa classe d'emploi peut être atteinte par un traitement ou non. C'est OK. Elle n'est pas imprégnable. Sa classe d'emploi n'est pas atteignable avec un traitement. Comme on a vu, on vient par exemple ne pas atteindre la classe 4 ou 5, la classe d'emploi 4 ou 5 par un traitement. Dans ces cas-là, il faut ou revoir la conception, ou revoir les essences de bois qui sont envisagées. Et ça, c'est vraiment un raisonnement qui va avoir et qui va éviter en fait la plupart des sinistres qu'on a. Donc sur un bâtiment en bois, à partir du moment où on respecte bien les règles de construction, comme j'en ai parlé et j'en ai donné un exemple du DTU, on respecte bien les règles de construction, on adapte bien l'essence à son bon emploi, il n'y a pas de sinistre normalement. Les seuls sinistres qu'ils peuvent avoir, mais ça c'est comme tout, on le dit, c'est les termites. Mais tout ça, les termites, c'est... En fait, un bâtiment, c'est comme tout, ça demande de la surveillance et de l'entretien. Vous entretenez votre voiture, vous faites la vidange tous les 10 000 km, je ne sais pas combien. Et bien, tous les ans, vous faites le tour de votre bâtiment pour voir s'il n'y a pas un cordon de termites. Ça se maîtrise extrêmement bien. Ça se maîtrise bien parce qu'à partir du moment où on voit l'apparition, un signe, il y a toujours des signes, il suffit d'agir. Et si c'est pris au début, il ne se passe pas grand-chose. Tout simplement. J'ai fini. J'ai fini. Sur le sujet. Je sens que les questions, il peut y en avoir beaucoup. Je vais vous exposer un petit peu certaines pathologies mécaniques. Il y en a quand même beaucoup à faire attention, mais on va rester sur une pathologie, une sollicitation, qui est en fait la traction transversale, qui est une faiblesse du bois. Donc, pour concevoir durable, on a quand même créé des normes, là c'est les Eurocodes en l'occurrence, pour éviter des ruines ou voilà, on a des coefficients de sécurité et des éléments qui nous permettent de ne pas rentrer dans des désordres et des défaillances. Donc là, on a un petit schéma qui nous montre les valeurs structurelles d'un élément ou d'un bâtiment, donc là, sa résistance, on va dire, et le temps de vie du bâtiment. Donc, si on part ici sur une valeur de calcul avec un taux de travail de 70% à la déformation, donc les ELS, c'est la déformation, et les ELU, c'est la rupture. Donc ça, c'est deux éléments que nous, on va vérifier au calcul pour ne pas les dépasser. Au cours de la vie du bâtiment, il peut y avoir une infiltration d'eau, une surcharge, des éléments qui arrivent par-dessus et qui dépassent en fait ces déformations admissibles. Et on arrive après à des apparitions de désordre. Donc, l'apparition de désordre, ça peut être
au-dessus d'une porte, une porte qui ne ferme plus parce que ça s'est trop déformé. Ça peut être des plaques de placo qui fendent ou du carrelage qui fend parce qu'on s'est trop déformé. Donc ça, c'est les défauts acceptables dans le sens où on se déforme, etc., mais on ne casse pas. Et à partir du moment où là, il y a vraiment, on rentre dans des pathologies, eh ben, il faut réparer, il faut intervenir. Donc, on n'est pas censé rentrer là-dedans, hein. Normalement, on reste au-dessus des valeurs de service et de rupture. Donc là, on a une courbe un peu plus scientifique, c'est la courbe de Gauss pour aussi, d'un point de vue sécuritaire, travailler avec un matériau qu'on connaît et on sait qu'il ne va pas casser. On va travailler ce qu'on dit au fractile de 5%. C'est-à-dire que pour du D50, on va casser en moyenne à ce niveau-là, à 100, 125. Et il n'y a que 5% des pièces qui vont casser sur une valeur de 50. Et donc, on calcule sur la base sécuritaire au-delà de 2,50. Donc, c'est la base des normes de classification des essences, des valeurs mécaniques. Là, en rupture, pour le coup. Donc, on a vu la résistance, on minore la résistance et les actions qu'on va appliquer, donc le poids propre, les charges de vent, etc., et ben on les majore. En majorant les actions et en minérant la résistance, on va travailler dans une marge de sécurité qui nous permet normalement de ne pas avoir de rupture. Donc ça, c'est un graphique. Donc, on a les deux valeurs importantes en calcul. C'est le module d'élasticité qui calcule la déformation et le module de rupture qui calcule la rupture. Donc, pour aller encore plus loin, en Europe, sur l'épicéa, sur le sapin, on peut vérifier, classer ces bois avec des classements machines. Et ça permet, par exemple, du C24 qu'on peut classer visuellement. Avec le classement machine, on peut arriver à du C50, on peut arriver à vraiment des très hautes performances. Donc, le carré vert, c'est les pièces qui ne doivent absolument pas casser, c'est le fractile de 5, parce que si on tombe sur la mauvaise pièce, c'est pas bon. Donc, ces classements machines permettent d'utiliser des pièces beaucoup plus performantes. On voit qu'on a un facteur 2 sur l'élasticité, voire presque 8 sur la rupture. Et si on arrive à avoir ces éléments-là en structure, on peut les placer dans notre bâtiment là où il y a le plus de sollicitations. Donc, quelques exemples de pathologies. Donc, c'est l'attraction transversale qui, quand même, est la plus faible. Dans le sens où, par exemple, le D50 ou le C24, ça représente la valeur à la flexion. La traction transversale, on est à 0,6. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très faible. Qui plus est, cette valeur, elle est très faible pour toutes les essences. Donc, quand on fait x2 sur la résistance à la flexion, par exemple du C24 au D50, on a un facteur 2. La valeur de la traction transversale, elle passe de 0,4 à 0,6. Donc, c'est vraiment un élément qui reste faible pour tout élément. Sèche. Excusez-moi. Donc là, par exemple, c'est cet assemblage-là. Donc, je dis, voilà, faites attention à concevoir avec des nœuds canoniques. J'entends par là que les fibres neutres doivent arriver en un seul point. Parce que quand on a des éléments qui sont séparés avec un nœud, avec un excentrement des nœuds, si on a une barre qui travaille en traction pour ici et en compression ici, on va venir écarter les fibres. Et là, on a une résistance qui est très, très, très faible. Donc ça casse. Donc, l'exemple de cet assemblage, le voici. Donc, on a la barre qui est en traction qui amène le boulon vers le haut, celle qui est en compression qui amène le boulon vers le bas. Et là,
la rupture est inévitable et rapide. Donc, pour éviter ce type de rupture, eh ben, on peut la calculer. Donc, on va prendre un peu des marges de sécurité. On va calculer le fendage du bois. Mais dans ce cas-là, il faudra rester sur des efforts, on va dire, assez faibles. Si on a des trop grands efforts, on travaille en nœud canonique, donc avec un seul organe d'assemblage au milieu ou avec des plaques métalliques, des ferrures qui viennent reprendre tous les éléments. Ou sinon avec des éléments qui viennent bloquer, vis de fretage, enfin, pour venir reprendre les fibres entre eux. L'hypothèse où finalement l'excentrement des boulons, on l'a calculé, il tient. Mais là, on voit qu'on a des câbles qui reprennent la poussée du bâtiment. Ces câbles, ils ont été détendus dans le courant de la vie du bâtiment. Et ce qui amène finalement des efforts parasites, un autre cheminement des efforts. Et à ce moment-là, on va avoir ces éléments qui vont être surchargés et ça va casser. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à prendre de la sécurité, surtout sur les éléments fragiles, et puis bien concevoir, c'est-à-dire que là, l'entretien des câbles, il faut peut-être venir faire un serrage annuel pour pouvoir resserrer les câbles. Donc, on a d'autres types de fendage, avec là des vis de fretage pour éviter ces fendages. Donc, on est sur des solives sur un sommier. Et ces solives sont fixés sur une muraillère qui est fixée au sommier. Donc là, on a un effort vertical qui va venir ouvrir les fibres du lamellé-collé, du sommier. Et puis, on a l'entaille de la solive qui va pouvoir venir fendre la solive. Donc, c'est encore toujours les mêmes sollicitations, hein, c'est vraiment l'ouverture des fibres. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, soit on peut mettre une vis de frettage qui va venir souder les fibres transversalement, et puis de même pour ici. Donc là, on est sur une amorce de cisaillement en ligne. Donc, on n'est plus en traction transversale, mais c'est la même pathologie, c'est vraiment les fibres. En fait, on est sur un matériau qui est pas homogène. Et qu'on soit en force sollicitation axiale ou transversale, on n'est pas du tout dans la même plage de résistance. Axialement, on est très bon et transversalement, les fibres se décollent. Et là, on a aussi ce problème de fendage quand on utilise deux matériaux différents, notamment quand on utilise du métal et du bois. Le bois, c'est un matériau qui bouge. Donc, si celui-ci reprend de l'humidité ou perd de l'humidité sur un élément qui est, lui, inerte, eh les boulons ils vont amener des contraintes dans le bois quand le bois il va sécher, quand le bois il va gonfler. Donc, il faut absolument, dans ces conditions-là, poser du bois un maximum sec, avec des petites sections et autres. Et puis, on l'a aussi dans le lamellé-collé, qu'on utilise moins en Guyane pour le coup, où là, on a le même matériau, mais disposé avec les fibres perpendiculaires. Et axialement, le bois ne bouge pas énormément. Par contre, transversalement, il bouge. Donc là, ils vont bouger les deux dans le sens opposé. Du coup, les fibres vont s'ouvrir. On a également le cisaillement sur appui avec forte charge. Donc, quand on a des fortes charges sur des petites longueurs, on a énormément de cisaillement. C'est ce qui va dimensionner la structure en règle générale. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que les fibres, naturellement, avec la flexion, ils vont se décaler, se décoller, et il va y avoir des amorces de fendage sur les appuis. Donc, on ne risque pas une rupture là fragile, ça va être plutôt dans le temps, mais du coup, des vis de fretage, encore une fois, sur appui, permettent de venir
solidifier les fibres. Voilà, ça c'est l'exemple en plan d'un autre d'un autre pont dans le même genre, où sur les appuis, on a vraiment tous les efforts du chargement qui vient juste sur 2 appuis. Du coup, on ajoute des vis de frettage, donc de 4, 5, 6, suivant l'effort à reprendre, pour éviter la séparation des fibres. Un autre exemple, c'est la muraillère sur du béton. On a eu énormément de sinistres en, en France et dans le monde en règle générale, parce que c'est souvent le charpentier ou le bureau d'études structure béton qui réalise ces calculs-là. Et on connaît un peu moins le béton, on connaît bien le bois, mais on connaît un peu moins le béton. Et le béton, bah, il fissure, il faut que la mise en œuvre elle soit correctement faite. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je propose, c'est de surdimensionner un petit peu ces éléments-là. Donc, si on passe en diamètre 10, bah, mettre du diamètre 12 et faire attention au bras de levier parce que finalement, on a un petit moment dans la muraillère avec un petit peu de traction d'arrachement de la cheville. Donc, un scellement chimique, dans ce cas-là, c'est rassurant parce qu'au moins, on reprend la traction plus facilement. Et dans le cas des sollicitations qu'on a vues en haut de la solive sur la poutre, on a aussi la solution de faire un percement au niveau de la concentration des contraintes qui amène le fendage de la solive. Et ce qui fait que plutôt que d'être une sollicitation sur un point, on va être sur une sollicitation surfacique. Il y aura moins de risque de fendage. Autre problématique, c'est souvent des assemblages mal placés. Donc là, on a donc une ferme qui repose au milieu d'une poutre. Et le joint de continuité de cette poutre, donc c'était là pour le coup un joint sifflet, et aussi au niveau du milieu de la poutre. Donc un appui sur, voilà, sur le moment fléchissant maximum de la poutre. Et ben ça passe pas. Il faudrait mettre le joint sifflet sur appui, enfin, etc. On a aussi les défauts du bois. Il faut quand même faire attention et mettre le défaut au bon endroit. Par exemple, souvent avec les nœuds, le bois a quand même toujours des nœuds, même si ils sont sains et du coup ils sont considérés comme utilisables en bois de structure. S'ils sont placés, par exemple, dans ce cas-là, au milieu de la poutre, au moment fléchissant maximum, et vers la fibre basse qui est vraiment en traction, eh ben, ça peut risquer de faire une amorce de rupture plus facile. Donc, il faut voilà, essayer de mettre les nœuds au-dessus, enfin les nœuds bien placés. Donc, à concevoir. Donc, ça, c'est le travail du charpentier à vraiment bien euh, positionner et mettre en œuvre ces éléments. Voilà. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis doctorante à l'unité mixte de recherche EcoFog qui travaille sur l'écologie des forêts de Guyane et donc qui sont basées à Kourou. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau traitement de préservation qui est dit bio-inspiré. C'est bon. Donc, pour commencer, je vais présenter le dispositif des sciences du bois de l'UMR EcoFog. Donc, c'est le laboratoire dans lequel je travaille. Ils ont plusieurs projets en ce moment qui sont autour des thématiques autour de la valorisation des produits bois. Donc, il y a le premier projet qui est mené par Julie Bossu, qui valorise des ressources bois résiduelles en Guyane en faisant des panneaux thermiques. Un autre projet mené par Romain Lenbach et Jacques Beauchesne, qui a pour but de caractériser les propriétés technologiques des espèces non commerciales abondantes, mais aussi de minimiser le gaspillage des ressources forestières. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu des pathologies biologiques du bois. Il faut savoir que le bois, c'est un matériau vivant. Du coup, il est biodégradable. Donc, il va y avoir des organismes qui sont chargés de son recyclage. Donc, dans la nature, c'est plutôt sympa d'avoir ces recycleurs, puisqu'ils vont, en fait, à partir de ce matériau, créer de l'humus, qui est très important pour les plantes. Dans notre habitation, enfin, dans nos habitats, c'est pas du tout chouette d'avoir ce genre d'organismes qui sont présents dans nos ouvrages. Donc, on a par exemple les champignons, et ces organismes-là vont se propager généralement quand le bois il a une teneur en eau supérieure à 18%. Ce sont des organismes qui vont grignoter la cellulose, la lignine et qui vont en fait dégrader les propriétés mécaniques de l'élément bois. On a aussi donc, les insectes xylophages. Je pense que vous connaissez tous les termites. Donc, il y a les termites souterrains. Ceux-là, ils proviennent des sols. Ils vont généralement attaquer donc les bois quand ils sont chargés en eau, donc à peu près dans une teneur en eau de 20%. Et vous voyez généralement des léons sur les éléments. Et si vous grattez un petit peu, vous allez voir des termites qui vont sortir de ces chemins-là. On a aussi des termites de bois sec. Ceux-là, on les retrouve souvent à l'intérieur des habitations. Et ils sont présents dans des bois qui sont chargés en eau à peu près à 12%. Et ensuite, on a les insectes à larves xylophages qui vont aussi grignoter le bois. Mais ceux-là, ils sont, on va dire, moins dégradants parce qu'en fait, ils sont moins nombreux par rapport aux termites qui sont parfois des milliers et des millions. Et donc, quand on a des termites, c'est beaucoup plus grave que des insectes à larves xylophages. Alors, on ne va pas reparler des classes d'emploi parce que tu as très bien expliqué. C'est la suivante. Et parfois, certaines pièces nécessitent des traitements de préservation pour protéger et augmenter leur durabilité. Alors, c'est une solution qui est préventive, donc généralement, c'est des traitements qu'on fait en amont. Ces solutions, elles ont des caractères biocides ou répulsifs face aux pathogènes du bois. Elles sont destinées donc à des bois qui sont, par exemple, non durables, tels que le Yayamadou. Le bois, c'est celui-ci. Une petite fourchette. C'est une espèce qui est abondante sur le littoral guyanais. Elle est facilement imprégnable, donc ça, c'est génial pour les traitements. Et aussi, elle détient des bonnes propriétés mécaniques, comme vous pouvez le voir ici. C'est un schéma, donc ça, c'est le violet, c'est le point rouge. Et donc là, ça retranscrit le module d'élasticité en fonction de la densité. En gros, plus le module d'élasticité est élevé, plus meilleure est la résistance mécanique. Et là, on peut voir pour sa gamme de densité, le violet, en fait, il est le plus élevé. Donc, il a de très, très bonnes propriétés mécaniques. Et en plus de ça, c'est un bois qui est peu dense, donc il va pouvoir aussi alléger les structures. Donc là, il y a vraiment un intérêt de l'utiliser, mais le problème, c'est qu'il n'est vraiment pas durable. Il est utilisé en classe d'emploi 1. Il n'est pas utilisable en Guyane. Du coup, il faut le traiter et il faut qu'on trouve une solution. Pour cela, on a différents types de produits qui sont mis sur le marché. On a des produits à base de sel diluable dans l'eau, du bord, du cuivre. On a aussi des solutions organiques ou des huiles brunes ou goudron, comme la créosote. Donc ça, le dernier, c'est un produit qui est assez toxique et on l'utilise souvent pour les poteaux, les bois de chemin de fer. Ouais.
On a heureusement d'autres traitements qui sont en cours de recherche, comme le nôtre, qui est une solution bio-inspirée des arbres. On s'est dit, les arbres, surtout en milieu amazonien, ils sont confrontés à des environnements hostiles. Donc, ils vont essayer de se protéger comme ils peuvent, puisqu'ils n'ont pas des jambes pour fuir des attaques de pathogènes comme nous. Eux, ils restent au sol et ils doivent trouver une solution pour survivre dans leur milieu. Et pour cela, ils ont créé une solution, c'est de créer des molécules qui vont être biocides et qui vont pouvoir en fait les protéger des attaques de pathogènes. Pas tous les bois ont cette possibilité. Par exemple, le Yamadou, lui, il n'a pas ces molécules qui sont présentes dans le bois. Mais nous, on s'est basé là-dessus. On s'est dit, ça serait intéressant d'utiliser ces molécules-là pour faire un biotraitement. Et donc, c'est ce que je vais vous parler. Donc là, je vais vous expliquer un peu notre processus. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de récupérer des connexes issus de la filière bois, donc des copeaux et des sciures, de les extraire et de récupérer les molécules actives. Et ensuite, les copeaux qui ont été extraits, on peut directement les restituer à la filière bois énergie. C'est une ressource qui est très abondante et qui recherche une valorisation, puisque 45% de la biomasse prélevée est réduite en connexe lors de la première transformation. Donc là, c'est un procédé que je vais vous parler. Là, on s'est concentré sur l'essence de Wakapu. C'est une étude qu'on a faite il y a quelques mois. Donc, on a récupéré des résidus bois dans Jussili à Kourou, des résidus de Wakapu. On les a fait macérer dans un solvant qui est l'acétate-d'éthyle, qui est un solvant vert. On les a laissés 48 heures sous agitation et ensuite on a récupéré ces molécules-là qui sont bien noires, comme le Wakapu. On a formulé notre petite solution d'imprégnation et on l'a imprégné, donc on a imprégné nos échantillons de Yayamadou dans cette cloche et on l'a fait sous vide. Ça permet, le traitement sous vide, ça nous permet vraiment de traiter à cœur de l'échantillon. Et ensuite, on a voulu tester si notre traitement il allait fonctionner sur, par exemple, les pourritures du sol ou sur une souche de champignons et sur les termites. Et bien justement, on a fait des tests sur les pourritures du sol. Donc là, on a nos petits échantillons de Yayamadou. Il y en a certains qui sont non traités, d'autres traités avec la solution aux extraits de Wakapu et d'autres qui sont traités avec une solution commerciale pour comparer un peu notre traitement. Du coup, ces échantillons-là, on les a mis dans le sol. Donc, on a mis dans des bacs. Et en fait, dans ces bacs, dans ces terres, on a plusieurs souches de champignons qui vont pouvoir dégrader nos échantillons. Et à chaque fois, on les ressortait et on pesait la masse. Ce qui fait ce graphique où, au bout de 120 jours de test, on a pu déterminer donc la perte de masse. On a pu voir que les échantillons, par exemple, qui n'ont pas été traités, ils sont à peu près à 25% de perte de masse, contrairement aux échantillons qui sont traités, qui sont en dessous de 15%. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a pu voir que notre traitement bio-inspiré, il est comparable à un traitement commercial. Donc là, on a été super contents. On s'est dit, on est sur la bonne voie. Ensuite, on a fait des tests sur une souche de champignons spécifique. Donc là, ça a été une souche tropicale qu'on retrouve très souvent en forêt. Donc, c'est un champignon qui est orange. Et donc là, on a mis un petit morceau de mycélium au milieu de la boîte de pétri. On a mis nos échantillons de bois et on a laissé le champignon se proliférer, dégrader nos échantillons pendant 2 mois. Ensuite, comme avant, on récupère les échantillons, on mesure et on obtient la perte de masse. Ce qu'on a pu voir, c'est que notre traitement il a permis de diminuer de 10% la perte de masse. Donc ça, pardon, je ne vais pas expliquer. Ça, c'est les échantillons qui sont non traités, ceux-là qui sont traités, et ça, c'est ceux qui sont traités de la solution commerciale. Donc là, voilà, on a bien pu voir qu'on a diminué la perte de masse, donc on a augmenté en durabilité nos bois qui sont non durables. Et de ce qu'on a pu voir, c'est qu'on n'est pas du tout comparable à un traitement commercial comme avant.
Donc ça, c'est parce qu'on était dans des conditions contrôlées et on a bien vu qu'on n'était pas encore à la pointe, puisqu'il nous reste un peu on va encore développer notre produit pour atteindre en fait cette durabilité-là. Et ensuite, on a aussi voulu savoir si notre traitement il était résistant aux termites. Et pour cela, on a soumis nos échantillons à des termites de bois sec, qui sont un gros fléau en Guyane. Donc je pense que vous en avez peut-être chez vous. Si vous en avez chez vous, bah, nous, au labo, on essaye de les récupérer pour en faire un élevage et pour faire des tests. Donc si jamais... Oui, un plan au CIRAD. On a récupéré plein de CIRAD. Et aussi, si vous envoyez, donc parfois vous entendez grignoter dans vos meubles des petits comme ça, qui sont un peu comme une petite souris, ou parfois vous observez des petits granulés en dessous de votre meuble, et là, ça veut dire que votre meuble est infesté. Donc n'hésitez pas à venir. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre petit échantillon dans cette boîte de pétri, on met 50 termites, et on laisse pareil pendant 2 mois, et on regarde la perte de masse. Et là, ça c'est pour le Yayamadou. On a pu voir que les échantillons traités, on a divisé par 3 la perte de masse. Donc, on a pu montrer aussi que c'était efficace pour les termites. Un autre point qu'on a pu montrer sur notre traitement, c'est que les molécules de Wakapu ne sont pas toxiques, mais répulsifs face aux termites. Alors j'explique. Si vous avez des points rouges, c'est le taux de survie des termites en fin de test. Donc, à la fin des tests, à chaque fois, on compte le nombre de survivants. Si vous n'avez pas de survivants dans la boîte de pétri après 2 mois, c'est que les molécules sont toxiques. Et nous, on a eu un taux de survie de 65%. Du coup, on s'est dit, notre traitement, il n'est pas toxique, mais plutôt répulsif, puisqu'on a une perte de masse qui est assez faible. En résumé, le traitement aux extraits de Wakapu a permis d'augmenter la classe de durabilité du Yayamadou. On a pu démontrer, comme je l'ai expliqué avant, que les extraits de Wakapu ont un caractère répulsif. On a quand même des points d'amélioration à faire sur notre traitement, on doit améliorer le procédé pour atteindre, par exemple, la classe d'emploi 2 pour le Yayamadou, puisque ça pourrait être un bon bois pour être utilisé, par exemple, en tant que... Et donc, il y a plusieurs points où on pourrait jouer, par exemple, augmenter la concentration en Wakapu, ou bien augmenter le taux de rétention dans notre bois de notre traitement. Et pour aller plus loin, c'est le projet de ma thèse. Donc là, je vous ai vraiment fait un focus sur l'étude du Wakapu. Mais dans ma thèse, on va vraiment explorer un large panel d'essences qui pourraient avoir des intérêts biocides pour le traitement. Donc ma première étape, c'est d'explorer la diversité chimique des bois amazoniens. Donc on a prélevé 40 espèces d'arbres en Guyane. Pour chacune d'entre elles, je vais analyser leur composition chimique ainsi que leurs propriétés biocides biocides. Et ensuite, je vais sélectionner ces bois-là en fonction des molécules d'intérêt, selon que l'essence soit abondante en Guyane, aussi qu'on ait des bons rendements en extrait, et puis enfin, il faut que les extraits soient efficaces. Après avoir fait une sélection dans ces 40 espèces, je vais pouvoir formuler pour chacune d'entre elles un traitement de préservation bio-inspiré et ensuite l'appliquer sur le Virola micheli. Et on espère atteindre une classe d'emploi 2 pour ce bois-là et montrer qu'il est possible de l'utiliser en charpente. Et bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Sa durabilité naturelle, c'est capable Et aussi, des essences qui sont structurelles. Parce que Arnaud, on a un petit peu parlé de la partie structurelle, de la partie mécanique. Sur un ouvrage, il va y avoir des éléments qui vont être structurels, donc qui vont vraiment supporter une charge, alors qu'il y en a qui vont supporter leur propre poids seulement, type du bardage, alors qu'une charpente, elle a vraiment un usage structurel.
Donc, ici, c'est un tableau donc, des essences qui disposent d'un classement mécanique. Alors, qu'est-ce qu'un classement mécanique? Pour utiliser une essence en structure, pour que Arnaud puisse faire des super calculs qu'il vous a expliqué tout à l'heure de fondage, de flexion, etc. Donc, on a des données mécaniques sur ces essences-là. Donc, nous, c'est nécessaire pour avoir ces données-là et ça nous donne un classement mécanique. Donc, c'est des données de résistance en flexion, en compression, en traction, le module d'élasticité, etc. Et en fait, ce classement, comment il se détermine? Il y a un classement visuel qui est fait en série, en fonction notamment des défauts. Arnaud en a parlé, en fonction des défauts du bois, donc des nœuds, des fentes, tout ça. Et on va lui associer à ce classement visuel une classe mécanique. Donc des 40, des 55, des 50, des 45, ça ne vous parle pas beaucoup, à part pour ceux qui font des calculs, ils savent très bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a 10 essences qui sont classées en structure. Et normalement, d'ici la fin de l'année, on aura 10 nouvelles. Avec ces 20 essences classées, ça correspond à 92% des volumes qui sont exploités en forêt qui pourraient être utilisés en structure. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la construction. Et on parlait, donc, du coup, je vais prendre mon premier exemple, l'Angélique, qui est le plus connu. Il a une classe d'emploi, comme je le disais, alors 3T. On commence à parler de classe, je vous ai parlé tout à l'heure de 3-4, mais on commence à rajouter 3T. Parce que quand on parle d'une classe d'emploi, c'est surtout son exposition à l'humidité et son risque vis-à-vis des champignons principalement. Du coup, quand on dit 3T, c'est pour ajouter le caractère résistant aux termites. Donc, l'Angélique est résistant aux termites, 3T, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut aussi correspondre à une classe d'emploi 5. Pas 4, mais une classe d'emploi 5. Je vous ai parlé tout à l'heure de la durabilité, des durabilités naturelles. Donc, alors, si ce sera tout en bas, mais s'il y a la petite échelle de ce que veut dire 3, 1, D, M, etc. D, c'est durable, M, c'est moyennement durable, S, c'est sensible. Donc, on l'a pour les champignons, les collecteurs, les termites, les xylophages marins. Là, on va être en feu parce qu'on n'a pas trop parlé ce soir, mais ça joue dans les caractéristiques qu'il faut connaître du bois pour pouvoir l'utiliser en construction. Et de souvenir, j'en avais aussi normalement une colonne imprégnabilité, mais ce n'était pas la dernière version. On avait une colonne aussi imprégnabilité qui permet de dire si un bois peut être imprégnable ou pas d'un produit biocide, par exemple. Donc, je vais parler de l'angélique, mais si je prends la bagasse, par exemple, mais il n'a pas encore il a la qualification qui est en cours, mais qui va être 4 et 5. Donc, on précise à chaque fois qu'un bois, qu'une essence est classe en bois 5, on le précise. Donc, 4T et 5, résistant aux champignons, durable vis-à-vis des coléoptères, des termites et des xylophages marins. Sa qualification mécanique étant. Donc, ce type de tableau-là, je ne peux pas vous parler de toutes les essences, sinon on est demain, mais c'est ce type de tableau-là qu'il faut utiliser lorsque vous avez conçu votre ouvrage. Vous avez déterminé la classe d'emploi, la classe mécanique qu'il vous faut, qu'il y a eu des calculs qui vont être faits, et ben vous pouvez piocher dans un tableau comme celui-là l'essence qui correspond à ce dont vous avez besoin. Voilà, je pense que je ne vais pas en parler un peu plus, mais je pense que c'est bon. Et si tu descends à la dernière page pour donner Et voilà, ouais, c'était juste pour l'échelle de durabilité, enfin, ce que vous voulez dire, les lettres et les chiffres. Vous parlez de l'eau saumâtre, de l'eau salée, Oui. mais pas de douce. Le douce, c'est la classe d'emploi 4. La classe d'emploi 4, c'est en contact avec le sol ou en immersion dans l'eau douce. Énergie complètement. Alors, c'est le problème de la classe d'emploi 4. Je n'ai pas passé trop longtemps dessus. Il y a la classe d'emploi 4, mais on remarque en Guyane la classe d'emploi, on va dire 4+, qu'il n'y a pas en métropole, parce que nous, on diffère assez ce qui est en contact avec le sol et ce qui ne va pas l'être, mais en humidité par exemple. Parce qu'encore une fois, même si c'est en eau douce, ça reste un milieu anaérobie, donc sans oxygène et donc sans certains agents biologiques, type les champignons, les termites, etc. On ne les a pas dans l'eau. Donc voilà. Mais c'est rarement tout le temps immergé. C'est souvent ça avec les marées, les pluies, etc. Et au moment où un bois va être immergé, après, il va peut-être passer 6 mois de l'année où il ne sera plus immergé, mais par contre, il aura été trempé. On a toujours la zone de marnage qui est problématique pour l'angélique dans l'eau salée. Il y a toujours une zone où c'est humidifié. Pas éviter. Trouver où, stop.
sur le site internet du CTBF. Sur le site internet du CTBF, vous retrouvez le tableau et tout ce dont j'ai pu dire sur les classes d'emploi, les classes de durabilité. Vous avez toutes les informations sur le site. Du coup, c'est CTBF-Guyane. Enfin, vous trouvez assez facilement normalement. Il y a tout dessus tous les bois. Il y a aussi toute la description des bois, leur usage, etc. Est-ce que vous avez déjà imaginé un outil numérique qui permettrait, par exemple, de chercher par mots-clés une typologie de bois et ensuite d'avoir automatiquement toutes les propriétés? Type un, Base de données ou un... Enfin, on a tous les bois sur notre site internet, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément la section recherche. On les a classés par usage, un peu usage extérieur, construction, menuiserie. Et en allant dedans, vous pouvez retrouver tous les bois qu'on utilise pour chacun des usages. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de thème comme quelqu'un qui se dit, voilà, je m'intéresse au Wakapou, je fais Wakapou et j'ai ensuite toutes les propriétés. Alors sur le site, on retrouve ça, il y a sur le site. Ça y est. Il va sur le Wakapou, il peut retrouver toutes les informations sur le Wakapou, de séchage, de sillage, de tout. Voilà, c'est tout. Il y a des recherches sur des propriétés acoustiques des différents bois qu'on retrouve en Guyane. Alors, c'est vrai que, alors moi, je fais pas trop de recherches, mais donc à ma connaissance, non, mais je sais pas si c'est Ils sont classés en ordonnance. En métropole, il y a des dessus sur des bois. Je sais que sur un bâtiment, on est obligé de faire appel à des menuiseries de métropole par rapport à des acoustiques. Non, à ma connaissance, Les termites, elles sont là par rapport à l'humidité du bois, uniquement. Certaines. Alors, il y a les termites souterraines, celles qui font des layons. Elles vont venir après une attaque de champignons. Et généralement, le bois, il a une teneur en eau qui est supérieure à 20%. Et après, il y a d'autres termites qui, elles, sont, par exemple, à l'intérieur des bâtiments pour du bois sec, qui sont ça s'appelle comme ça, les termites de bois sec. Ce sont les cryptoparasites. Quel est le produit commercial que vous aviez utilisé pour... C'est j'ai plus le nom, Cypermétrie. Ouais, cypermétrie, ouais. La cypermétrie, c'est la molécule en fait, mais c'est pas forcément le nom du produit. C'est Axton. Cypermétrie, C'est la molécule. c'est la molécule biocide, mais c'est pas le nom du produit, c'est pas le nom commercial quoi, Je crois que c'est Axton. Xylophène. Xylophène. Oui, le xylophène, c'est la cypermétrie. Mais le Lexan, c'est pas utilisé. Le traitement de bois sur lequel vous travaillez, donc c'est le traitement préventif. Est-ce qu'il peut utiliser en curatif? Non. Non, je pense pas. Non. On n'a pas encore fait de test, mais je pense que ça va plus être en amont. Ouais. C'est simplement superficiel que vous avez traité. Non, on a traité à cœur. À cœur. À cœur, ouais. Ils ont mis sous vide, Ils ont mis sous vide, ce qui permet en fait de rentrer dans le bois jusqu'à cœur. C'est les traitements qui permettent jusqu'à la case emploi 4 et 5. Il n'y a pas les dispositifs à la grandeur nature, parce qu'ils vont sur des petits échantillons dans le laboratoire. Mais il n'y a pas en vrai. Question, je sais quand on propose. Marie m'a piqué la dernière bouteille que j'avais. Entretien général de naissance. Est-ce que en Guyane, c'est un sujet que pour votre thèse, que vous avez exploré les huiles qu'on peut utiliser, fabriquer, qui sont naturellement présentes en Guyane, qu'on pourrait fabriquer ici et utiliser pour traiter les bois de Guyane. Je pense par exemple à l'huile de ricin qui est un répulsif naturel qu'on utilise notamment utilisé sur les plantes en jardinage, qui fonctionne très bien. Mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé ou est-ce que c'est vraiment est-ce que appliquer une huile, c'est quand même quelque chose d'assez qu'on peut faire assez régulièrement, je pense. Donc, est-ce que vous avez pensé ou vous avez fait des études dessus? Ouais, totalement, c'est un traitement de préservation. L'huile, le problème, c'est que parfois c'est très dense et du coup, ça rentre pas à cœur. Ça, c'est un des problèmes. Mais oui, on est en train de travailler là-dessus. On essaye de faire des émulsions avec nos extraits de bois et on essaye de faire donc huile eau. Et là, on est en train de développer avec des huiles qui sont déjà antifongiques et antithermiques vraiment pour augmenter notre durabilité. Et donc là, c'est en cours. Mais
Oui, je sais qu'il y a aussi CIRAD, il y a des personnes qui travaillent là-dessus, mais plus en métropole et qui développent, oui, à partir des huiles, des traitements de préservation. Mais ici, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres laboratoires qui travaillent là-dessus. Très intéressant, ouais. Il y a une question aussi. Mais vous parlez en métropole. En métropole, il y a des produits à base de ces huiles-là qui sont certifiés, qui ont eu des autorisations de mise en marché, etc. En termes d'efficacité sur les champignons et les termites. Il y en a? Je sais que, enfin, traditionnellement, on se servait de l'huile de lin, par exemple, pour entretenir certains bois. Après, est-ce qu'il y a des produits, je ne sais pas, pour ça aussi, je pose un petit peu la question. C'est quelque chose d'assez courant. Les termites de Guyane ont une autre appétente vis-à-vis du bois et ils sont un peu plus virulents. Agressive, ouais. Et j'ai une question. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la toxicité de ces produits bio-aspirés? Parce que quand bien même ils sont bio-aspirés, ils pourraient être toxiques pour l'homme. Exactement. Ça, c'est dans le travail de ma thèse. On va essayer de lessiver mes bois que j'ai imprégnés. Je vais, on va dire, les immerger dans l'eau et je récupère les eaux de lessivage. Et après, j'analyse si je retrouve des molécules, par exemple de Wakapu, dans mes eaux de lessivage. Et ensuite, on va tester sur d'autres organismes pour voir si c'est toxique, donc des organismes aquatiques. Moi, je pense qu'il y aura une grosse partie qui va rester dans le bois. Parce que déjà, c'est des molécules naturelles qui vont se lier dans le bois et qui vont bien rester. Mais il y a possiblement, oui, des molécules qui vont partir et qui vont peut-être être toxiques. Ça, en cours d'étude. De toute façon, lorsqu'il y a un produit biocide qui est développé, qu'il soit organique, chimique ou naturel, il passe toute une batterie de toxicité, d'efficacité, etc. Tout ça, si à un moment donné c'est commercialisé par industriel, tout ça serait. Ouais, je choisis le Wakapu, en fait. Justement, là après, ça serait là dans ma tête, je vais justement utiliser plein d'autres essences. Mais pour cette étude, ça a été une étude de 6 mois, donc il fallait choisir une essence. Le Wakapu, il détient un rendement en extrait incroyable. Ouais, c'est basé là-dessus et elles sont très efficaces ces molécules. Est-ce que vous avez des informations sur l'acidité des bois? Oui. Ça va bien? Oui, ça va être. Ouais, on a des informations. Ma collègue est en train de regrouper de la bibliographie. Ce qu'on retrouve sur l'acidité du bois, du coup, sur le métal, du coup, c'est ça que. Sur la biblio qu'elle a commencé à faire, on voit qu'il y a l'acidité des bois qui agit sur le métal des feuilles métalliques, des bois, etc. Et l'inverse aussi, en fait. Donc, elle est en train d'essayer de tout réunir pour sortir un document cette année, normalement, mais c'est vrai que ça prend du temps. Je sais qu'en Afrique, il y a un bois qui s'appelle l'iroko qui protège le métal. Il a un antioxydant à l'intérieur. Et on peut planter un clou, jamais. Bon, on a du mal à planter le clou. J'ai vu que dans votre présentation, il y avait autre chose que le traitement du bois. Il y avait aussi l'utilisation des bois non commerciaux. Et je sais qu'à une époque, il y a des étudiants, je pense, qui étaient venus faire une étude sur l'utilisation des bois ronds. Oui, c'est vrai. Il y a une thésarde dans mon labo qui étudie cette question-là. Et là, elle est en train de montrer au travers de sa thèse que ça fonctionne et que ils ont de très bonnes propriétés mécaniques. Et surtout, une essence, c'est le Licania, qui a de très bonnes propriétés mécaniques. Et oui, c'est des bois qui doivent être. Tous les carbets sont montés avec et tiennent le coup. Alors justement, est-ce que toutes ces études sont après disponibles? Parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a plusieurs études qui viennent se faire en Guyane. Et après, on n'a plus de traces. Donc, tout le monde repart avec ses études et Après, c'est au des final, on est toujours au même point. les mettre dans les normes et ça, c'est très, très long, quoi. Par exemple, l'étude sur le bois rond qui est super intéressante pour après faire des calculs aux eurocodes en bois rond pour prendre en compte qu'il y a tout un autre travail de caractérisation, de mise aux normes, d'adaptation qui est vraiment très, très long. Et souvent un petit peu perdu des fois et on oublie. On va avoir vraiment la phase recherche, du coup, que je vais faire CIRAD. Et après, ce qu'il faut, par exemple, sur les biocides ou même sur les bois ronds, c'est qu'il y a
un industriel qui prenne en main en fait l'étude pour lui développer une formulation et derrière faire tous les tests, on va dire, qu'il faut. Donc, quand c'est un industriel, un privé, du coup, ben, il va mettre au point une solution à partir d'une molécule de Wakapu, par exemple. Bah, évidemment, là, ça sera connu. Pour ce qui est des boirons, comme Arnaud en parle, bah, toute cette phase de normalisation pour utiliser les bois, donc justement les classements mécaniques dont je parlais tout à l'heure, de compression, de flexion, etc. Ça passe après sur bah, un centre technique bois. Et on a tout ce travail de normes. Et là, c'est des essais hein, clairement qu'on fait où on va mettre les poutres sur un banc d'essai, qu'on va venir casser avec un vérin, etc. Les résultats de ces études, qui sont des procès-verbaux en fait, parce que derrière il y a une valeur juridique, hein, sont normalement publiés. Puis après, ils sont dans les normes qui s'achètent par tout professionnel qui en a besoin. Le classement mécanique des bois de Guyane, il est tout jeune en fait. Avant, on utilisait les eurocodes, ils sont basés sur, je sais pas, sur le chêne ou le. C'est oui, résineux, épicéa. Voilà, et donc, en fait, ils sont beaucoup plus. Les sections qu'on utilise ici sont trop grosses par rapport aux résistances réelles du bois. Ouais. Et on n'arrive pas à baisser justement les quantités de bois dans les charpentes parce que on reste sur des eurocodes d'épicéa. Après, on calcule avec les licences de local hein, quand même. Oui, maintenant. Ouais. Maintenant, il n'y a pas longtemps. Il y a, Ouais, il y a que encore, quelques licences. il y a encore plein de choses à améliorer, hein. Enfin, on le sait, on travaille dessus d'ailleurs. Enfin, les calculs aux eurocodes, c'est intervenir différents coefficients qui peuvent dépendre de l'essence ou non d'ailleurs. Et ces coefficients, bah, ils sont beaucoup calculés sur les résineux et dont on fait les essais pour détecter ces coefficients et qu'il y a un coefficient résineux et pris feuillus tropicaux. Et encore l'intérêt du bois rond par rapport à ça, c'est que les études pour le moment qui ont été faites, vu qu'on ne va pas casser la fibre en le sciant, et ben en fait, on a un peu comme le wapa en couverture, quand on le fend, il est très très bon parce que l'eau ne pénètre pas, que quand on le scie, on déchiquette un petit peu la fibre et là, il y a de la pénétration. Ben, au même titre, un bois rond pas usiné, il va être beaucoup plus résistant sous contrainte qu'un bois scié. Il n'a pas d'aubier. Alors voilà, ben là, l'aubier sur le Licania, il est relativement durable. C'était un bon indicateur. Et puis après, bah, ça serait un traitement. Mais le Licania, pour le coup, Il est très dense. Je pense très que c'est dense, pour ça. ouais. Ouais. Quels sont- C'est le nom de Licania. Je crois que c'est même le nom de l'espèce. C'est un peu ouais, bon, il y en a des centaines et des centaines c'est vraiment les bois de petit diamètre. La golette, oui. Ouais. Ouais, c'est possible. Quels sont les bois de charpente qui sont classés actuellement là en Guyane? Ben, l'angélique, gonfolo, amarante, jaboti, alimiao. Ipé, Balata, Ouais, Ipé, ipé. Yayamadou, Jaboti, on a dit. On a dit, celui-là, je crois. Mais après, on arrive quand même à utiliser d'autres essences parce qu'on a quand même des fiches CIRAD où on a quand même la valeur de résistance moyenne. Il y a un deuxième classement visuel. Et du coup, on peut faire des interpolations entre la valeur moyenne et la valeur Eurocode en prenant des marges de sécurité. On propose ça au maître d'ouvrage et au bureau de contrôle pour être en bonne intelligence et puis utiliser du Wakapu, par exemple. en charpente. Non, pieux. Non, mais du plancher, le Wakapu qui est beaucoup utilisé en plancher, c'est structurel et du coup, il faut qu'il y ait un classement. Qualification programmée. C'est les qualifications. Et à la fin de l'année. L'année, non, alors. Est-ce qu'il y a des barrières antithermiques, comment dire, Il y a des pièges, oui, mais c'est pas. sur un bâtiment existant, qu'est-ce qui existe? Il y a des pièges hein, qu'on avait mis sur plusieurs collèges. Je ne sais plus le Alors, il y a fournisseur. En gros, ça a attiré les termites, mais sur le C'est bâtiment. des pièges qu'on met au sol, tous les 4 mètres autour du bâtiment, en fait. Et l'avantage à l'heure actuelle, c'est utilisé en curatif, assez peu en préventif. C'est surtout prouvé en curatif, mais c'est beaucoup utilisé en préventif quand même. En fait, à la base, c'est un tube en fait en plastique qui a des trous. Dedans, à la base, on vient mettre un morceau de bois appétant pour les termites. Et avec la surveillance, il y a une prestation, etc., de surveillance.
on vient mettre, lorsque le bois est attaqué, on vient mettre le produit biocide. Alors, c'est quelque chose de solide, ça ressemble presque à un caillou, en fait, hein, qu'on met dedans. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est une neurotoxine qui va, en fait, décimer la colonie, parce qu'elle va le ramener dans la colonie et ça va empêcher, c'est un inhibiteur de mue qui va empêcher les larves de se développer ou en soldats ou en ouvriers, parce que les termites, ce sont des animaux sociaux comme les fourmis, qui ont plusieurs castes, etc. Enfin, ça va empêcher les larves de se développer, donc forcément, au bout d'un moment, la colonie... Ça marche très bien. Moi, je l'ai testé ici, donc sur du curatif en 2 mois, 3 mois. Alors là, c'était pas. Il y avait 2 cas à la maison. Il y avait une termitière, donc lequel ils ont mis carrément le tube enfin le tube dedans. Vous voyez le produit transparent, vous voyez le produit qui était absorbé pour les termites venir. Et après, sur les cheminements de termites, c'était des boîtes en plastique avec de la poudre dedans, en fait. Alors, ça a changé. Avant, c'était des espèces de boules de papier qui étaient imprégnées qu'on venait humidifier. Et maintenant, c'est cette espèce de cailloux solides. Voilà, c'était de la sciure de bois, c'était souple. Et donc, en fait, blanc. Donc, les termites, quand elles continuent leur cheminement, au lieu d'être marron, il était blanc. Donc, vous voyez qu'elles avaient mangé. Et il a fallu 2 mois, 3 mois pour qu'il n'y ait plus de termites et que la termitière extérieure soit abandonnée, où il n'y a plus de termites. Et en métropole, où on a une maison, en fait, ces pièges à paille sont mis en préventif. Et donc là, il y a une surveillance dans le sol, en fait. Ça les boîtes dans le sol. C'est pareil, en fait, il y a pas le produit dedans et il y a une surveillance tous les 6 mois, tous les ans. Et le produit n'est mis que quand le piège est attaqué seulement. Donc, c'est vraiment du préventif. Le marché, c'est pas trop développé encore en Guyane. Il y avait il n'y a pas d'applicateur qui le font. Il y a un applicateur de Guadeloupe qui, de temps en temps, a quelques chantiers ici. Il y avait une entreprise qui venait en Guyane seulement, et je ne sais même pas si elle existe encore en Guyane. Il n'y a pas de recherche sur des produits naturels qui feraient des barrières au lieu de refaire tous les 5 ans le traitement d'avant-engrais. Les biocides, les extraits de water, par exemple. Oui, mais pas dans le sol, c'est pas fait pour le sol. Non, c'est pas fait pour. Alors là, la réglementation, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, interdit tout traitement des sols. Il y en a beaucoup qui le font, je le sais, mais c'est interdit d'injecter les sols. Et on n'a plus le droit maintenant. On n'a plus le droit du tout. Comment on fait sur une maison existante alors? C'est ça, pour faire le périmètre. En fait, les pieds de mur. Ah, les pieds de mur. Ils vont faire tous les 30 cm. Ils font des... Oui, ils vont injecter du produit dans les pieds de mur, mais dans le sol naturel, c'est interdit. La pulvérisation. Pulvérisation aussi, mais pas sur des termites souterrains qui arrivent en fondation. La pulvérisation sur votre mur, ça ne servira à rien. Non, mais sur les vides sanitaires. Juste pulvérisé? Oui, en sous-face. Il y a beaucoup de maisons dans rural qui sont sur vide sanitaire qui ont à peu près moins d'1 mètre. Ouais. Et donc, généralement, on pulvérisait la sous-face du plancher. Et en fait, ceux qui tombaient... Moi, j'ai assez peu de retours, mais à mon sens, connaissant ces produits-là, ça se délave très très vite, surtout si le vide sanitaire, c'est du béton, ça n'imprègne pas. Et du coup, à mon avis, ça... Non, c'est en bois. Un vide sanitaire sur de la terre... Il y a des... C'est une maison sur pilotis, quoi. C'est un produit de traitement, quoi. Voilà. Ils utilisent aujourd'hui, si vous avez des termites chez vous, vous faites intervenir une entreprise qui va traiter votre maison, ils vont pulvériser les boiseries avec un produit. Mais pas le sol, le sol autour de la maison. On voit beaucoup de maisons créoles à l'ancienne où ils avaient des petites rigoles sous chaque pilotis. Et ils mettaient de l'huile, voilà, chose pas très... ça marchait. Ouais, puis nettoyer. Ils le faisaient aussi sur les jardins créoles pour les fourmis manioc, ils mettaient aussi ça. Les bennes verts en DEC, ça ne tient pas tellement. C'est très variable. Enfin, les bennes verts utilisés en DEC. C'est pas le mieux à utiliser. C'est pas le mieux, ouais. Mais même le Wakapu encore.
Le Gaillac, il a vraiment des. Il y a quoi, Capou ne tient pas. Pourtant, c'est un classe 4, comment ça se fait? Ben, c'est la diversité qui est plus large avec l'ébène. On a vraiment une courbe on a des ébènes on a une courbe assez aplatie par rapport à du Gaillac où on est vraiment une courbe de Gauss. Très, Diversité de. ouais, voilà, suivant En fait- si on le prend vers Saint-Georges ou dans l'ouest, on Il peut y a avoir deux des- ébènes, en fait, il y a l'ébène, Essayez alors. Gaillac, il est très bon. Et puis il a une résistance Monin, donc au choc, à la griffure, très très bonne. Donc Mais en lisse ou en rainuré? Bah, rainuré, le problème, c'est il va y avoir la poussière, il va y avoir plus de rétention d'eau. Et de la pourriture Quand même plus vite. sur les trucs qui sont en En deck. Le rainuré, il tient toujours moins longtemps. Là, tu parlais tout à l'heure sur une même façade de prévoir une classe 4, 3, enfin de différencier. On demande dans une entreprise de faire ça, comment on fait après pour vérifier là, s'ils ont bien respecté. Il faut savoir l'essence qu'ils ont utilisée. Et donc juste c'est l'information qui vient de l'entreprise, quoi. On n'a aucun moyen de. Après, sinon, c'est un prélèvement et une analyse d'essence, mais Non, mais sinon, à l'œil nu, on peut pas le voir. à l'œil nu, il y en a qui savent reconnaître l'essence, mais c'est pas tout le monde. Oui, c'est pas important, parce que c'est difficile sur une paroi de leur demander d'utiliser 2 essences et d'être sûr qu'ils respectent ça. Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pourquoi, enfin, c'est souvent le cas. En plus, lors d'aujourd'hui, les essences, mis à part quand on parle d'essences qui ont dû être traitées et on voit qu'on n'atteint pas forcément la classe d'emploi 3.2 avec un traitement, les essences de Guyane, quand elles correspondent à une classe d'emploi, c'est classe d'emploi 3. C'est pas différencier 3 points à 3 points. Par contre, on retrouve des entreprises qui disent moi, je veux pas m'embêter, je vais faire mon bardage tout en classe d'emploi 4, comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème. C'est pas du tout une solution parce que déjà, les classes d'emploi 4 sont plus chères, donc c'est pas économique, peuvent être plus rares, ça va être comme disait, les Gaillac, les Wakapou, les Pagas, etc., les Saint-Martin rouges. Donc, c'est pas forcément des solutions parce que si le bardage est bien fait, encore une fois, il y a la conception qui joue. Une classe d'emploi 3.2 peut largement suffire sans plus d'entretien que si on mettait un classe d'emploi 4, etc. C'est important que tu dises, effectivement, ce que j'avais remarqué dans le tableau, c'est qu'il n'y a pas de différenciation entre 3.1 et 3.2, qui était ce qu'elle expliquait au départ, au niveau des classes naturelles, enfin, les classes d'emploi naturelles. Tout à fait. On va le L'important, retrouver, donc, une essence qui est classe d'emploi 3, elle va faire tout ton bardage, quoi. pas besoin de distinguer. On ne pourrait pas développer une méthode pour essayer de vérifier la classe des bois employés? L'essence, en fait, il faut que tu connaisses l'essence qui est employée. Ouais. Si ça commence, ils ont un système, ils ont développé un système là en métropole, c'est un espèce d'objectif que tu mets sur ton téléphone et tu scannes ton bois et il y a une base de données type comme PlanteNet, pour ceux qui connaissent PlanteNet, et qui vont leur donner l'essence. On n'y est pas encore, nous. En vrai, ça commence, ça parle avec eux sur les essences de Guyane, mais ça ne sera pas tout de suite. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci à nos intervenants. Je vous invite, si vous le souhaitez, à un petit jus frais et des marinades. Si vous continuez cette- Attention aussi. Pour ceux qui souhaiteraient adhérer à quoi, il y a plein de formulaires là. Si vous avez besoin